quelles sont les possibilités d'utilisation, dans un cadre d'action, éducative et pédagogique ou de formation? Enfin voilà, donc là on ouvre un peu ce cycle de réflexion sur les intelligences artificielles, et donc c'est Thomas, qui, en tout cas, a une expertise, et un usage, important, autour de ces questions, et je précise juste que, pour l'instant, il y a pas de position des Francas sur cette question. On est vraiment sur l'ouverture, voilà, d'une réflexion et de débat parce que forcément sur ces questions-là, bon, comme sur, beaucoup d'autres, mais je pense que celle-là en particulier qui touche, le quotidien, de notre vie personnelle et de nos vies professionnelles, c'est clair, ça va faire débat. Heu, voilà, donc Thomas, je te laisse inaugurer cette nouvelle forme d'intervention sur nos rendez-vous, mensuels, et je te remercie d'avoir, accepté d'être, le pionnier de ça. Alors du coup, ça a un petit peu coupé chez moi, j'ai eu une interruption de quelques secondes. Donc enchanté, Thomas Brault, des Francas du Maine-et-Loire. J'aurai un support, je pourrais le partager, c'est ça, Hervé? Alors, normalement, il y a pas de problème pour que tu puisses partager. Faut Donc que tu me j'ouvrirai le partage, voilà, j'ouvrirai le pack de partage. Alors avant ça, bon, beh, pourquoi, effectivement on intervient? Normalement, on a pas mal travaillé avec, Corentin Berthet, sur cette question-là. Et notamment, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de son, DEGEPS, quand il est venu en alternance chez nous et notamment, il était chargé de la question des UPE et assez vite, on a travaillé ensemble, sur une exposition autour de l'identité et on a exploré, tous ces thèmes. Alors lui, Corentin, il est issu, plutôt d'un cycle, il a un master, cinéma, documentation archives et ensuite il a fait une trajectoire, enfin, il suit on va dire, un parcours dans l'éducation populaire. Et moi, pour ma part, je viens de la direction artistique dans la technologie, dans les hautes technologies. J'ai travaillé pendant très longtemps pour des compagnies axées sur du service Internet et notamment un bureau d'études dans lequel en fait, qui était spécialisé dans le data mining, comme on dit. Donc, en gros, c'est l'exploitation de données qu'on peut récupérer et comment à partir de ça, en tirer des utilisations concrètes, voilà, pour le commerce. D'accord? Donc, je me suis vite repenti hein, de tout ça. C'était pas vraiment un choix, ça. Moi, j'étais vraiment parti sur l'aspect communication, graphisme. Et progressivement, j'ai pris des directions de site internet, des choses comme ça. Et après, j'ai souhaité quitter un peu cette profession-là pour me reconnecter à l'humain. Et je suis très heureux d'avoir pu rencontrer l'éducation populaire. C'est des valeurs qui me parlaient beaucoup et que je défends vraiment aujourd'hui sur le terrain tous les jours. D'où ce questionnement autour des IA et d'éducation. Pour moi, ce sont des sujets vraiment qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas les contourner. Alors, je vais commencer le partage d'écran. Hop. Est-ce que tout le monde m'entend bien déjà? Alors, Oui? hop, OK. oui. Voilà, alors IA et action éducative, hein, c'est dans ce cadre que j'interviens. Merci Hervé. Deux propos liminaires, hein. Alors, ce n'est pas moi ni Corentin, hein, bien que voilà, je suis un petit peu blanc comme Yann Lequin. Ce sont deux grandes personnalités qui s'expriment assez souvent autour des IA. Alors, le premier, c'est Yann Lequin. Yann Lequin, c'est un Français, un chercheur français qui est spécialisé dans les IA depuis plusieurs décennies et il travaille maintenant pour Meta. Donc, Meta, c'est le groupe à qui appartient Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus et bien d'autres voilà, d'autres sociétés.
Alors pour lui, l'intelligence artificielle peut conduire l'humanité vers un nouveau siècle des Lumières. Voilà, on voit que c'est du conditionnel et tout dépendra de ce qu'on en fait. Mais pour lui, c'est vraiment des innovations majeures et qui pourraient nous amener vers une société meilleure. Pour Elon Musk, même constat de départ, l'IA peut déboucher sur une ère d'abondance où l'humanité serait libérée du travail. Voilà, mais cependant, l'IA constitue une grande menace et nécessite un arbitrage. Voilà, on voit qu'il y a toujours cette nuance, cette promesse merveilleuse et à côté de ça, toujours un petit peu derrière ce merveilleux-là aussi, tout de suite, cette peur de la menace qui arrive et qui est totalement légitime. Alors, ce que je vous propose pendant ce temps qu'on va passer ensemble, c'est d'abord d'avoir quelques repères un peu grossiers par rapport aux IA, de parler déjà un peu de quels sont les impacts des IA déjà dans notre quotidien et puis dans les années qui vont arriver, et de parler aussi ensemble des enjeux éducatifs et surtout aussi, on parlera pas mal de nos expérimentations qu'on a menées avec Corentin. Ça, c'est du pratico-pratique, c'est du concret. Donc, ça a l'avantage d'être assez palpable. Est-ce que vous pouvez interagir avec moi vocalement? Pas du tout. Oui, on peut, Oui, mais on Allô? peut. Ouais, ouais, tu nous entends là? Oui, non? Oui, oui, on peut. Je vous entends pas moi, mais Ah, OK. Alors, ce qui serait bien, c'est justement de pouvoir intervenir, que vous n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, moi, ça ne me dérange pas du tout d'être interrompu. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de sujets de discussion, de sujets à débattre. L'intelligence artificielle, c'est un sujet un peu énorme. On ne pourra pas tout balayer dans le peu de temps que nous avons. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelques repères. Déjà, il faut être très clair. Voilà. Du côté de la science, on ne parle pas trop d'intelligence artificielle, c'est un peu un terme impropre. On préfère parler plutôt d'apprentissage automatique, hein. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence et ce qu'on y cache, on a tendance du coup à prêter aux machines une forme d'humanité qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura a priori pour l'instant presque, enfin pas du tout avant un certain temps. Ça m'étonnerait même qu'elle en ait une. Hein. Déjà, vous savez qu'en philosophie, on a du mal à définir ce que c'est la conscience, et encore plus en biologie. Alors, est-ce qu'un jour une machine pourra être dotée de conscience? On n'en sait rien. Et l'intelligence, c'est pareil. Nous sommes des êtres beaucoup plus complexes que des machines. On le verra tout à l'heure, mais si on compare les humains et les machines, on verra que finalement, nous ne sommes pas si peu performants. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, effectivement, depuis 3-4 ans, et encore plus depuis l'année dernière. On voit qu'il y a une accélération, hein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des outils génératifs, on les appelle comme ça, hein, qui ont été mis à disposition du grand public, avec lesquels on peut notamment générer des textes. Donc, Hervé, tout à l'heure, parlait de ChatGPT. Et bon, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres intelligences artificielles, il y a d'autres modèles gratuits. Il n'y a pas que ChatGPT, mais c'est le plus connu. Et donc, oui, si on parle d'intelligence artificielle, ce sont des choses qui titillaient déjà des scientifiques avant même l'invention, finalement, de l'ordinateur physique, d'accord, hein, parce que là, vous voyez Turing, hein, sur l'écran. Turing est super connu. C'est une figure emblématique des mathématiques et qui a contribué largement à l'histoire de l'informatique. Alors pour lui, clairement, quand on a commencé à parler des machines et se dire, tiens, est-ce que les machines pourraient reproduire finalement la pensée humaine, enfin l'intelligence humaine, dans la mesure où finalement l'intelligence, c'est une suite de petites résolutions de problèmes qu'on pourrait découper, voilà, en process. Voilà.
beaucoup de mathématiciens, de logiciens se disaient, voilà, c'est à peu près ça. Et lui, dès le départ, il dit, ah, est-ce que finalement, ce serait intéressant d'avoir un système figé comme ça, qui suit un process? Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir, voilà, des machines qui apprennent comme des enfants? Alors nous, ça nous parle beaucoup en tant que Franca, ces machines qui apprennent comme des enfants, bien qu'on pourrait rajouter, bah, on apprend toute sa vie, hein. Heu, Ça, on n'a pas besoin d'être un enfant pour apprendre et j'espère qu'on garde toujours cette faculté d'apprendre. En tout cas, pour lui, très, très rapidement, il s'est dit: «Bah, c'est plus intéressant d'avoir un système qui évolue et qui apprend finalement à et qui s'adapte». C'est ça l'intelligence, plutôt qu'un système figé et qui suit toujours les mêmes procédures. Pour lui, ça avait pas de sens de faire comme ça. Alors l'intelligence artificielle, actuellement, elle reproduit 4 capacités cognitives humaines, celle de la perception, donc on le voit, hein, on peut brancher par exemple des capteurs ou comment dire? À des systèmes qui, sont capables après, d'analyser les images, et de repérer des formes dedans, hein, d'accord? Ça marche plutôt bien. Il y a déjà des utilisations, hein, courantes de cette technologie-là et notamment, dans tout ce qui va être, militaire. Voilà. Actuellement d'ailleurs, si on parle d'application, des IA, les champs, dans lesquels l'IA est le plus utilisée, c'est, vraiment, tout ce qui est, militaire et tout ce qui va être aussi, médecine. Des IA aussi pour comprendre, voilà, des IA pour agir. Alors ça, c'est, l'action. L'action, elle peut être notamment faite si en plus il y a, un robot, enfin quelque chose de mécanique accolé à cette, intelligence artificielle et enfin il y a, pour apprendre, c'est là, qu'elle nous bluffe un petit peu plus, hein, parce que les systèmes sont assez performants et toutefois, là encore, il faut prendre ça avec des pincettes, on ne peut pas comparer les machines et les humains. Je l'avais déjà écrit sur l'article, sur les intelligences artificielles, mais Vigliani, disait, pour lui finalement, ce sont des systèmes statistiques. Voilà, vous voyez comme quand vous tapez, du texte sur Word, il y a ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire que Word vous, propose, des mots ou des choses qui pourraient, compléter votre phrase ou, si vous bah, quand vous écrivez des SMS aussi tous les jours, bah, le, Android vous propose, effectivement aussi des réponses toutes faites ou alors, de compléter vos phrases. Alors ça peut être facilitant, mais ça peut être un peu agaçant aussi, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, des fois, il me propose, des réponses, toutes faites qui pourraient, générer des problèmes de relations avec, les autres. Les IA aujourd'hui, on va parler surtout, hein, de l'apprentissage automatique, hein. C'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Heu, Elles se distinguent, par leur, voilà, disons qu'il y en a 4 types. Voilà, il y a 4 types d'apprentissage différents. Il y a ce qu'on va appeler l'apprentissage supervisé, non supervisé, semi-supervisé et par renforcement. On va un petit peu détailler tout ça. Et peut-être même avant de parler de ça, je vais parler plutôt de voilà, de ça, je reviendrai sur l'autre slide. Voilà. Quand on parle déjà d'intelligence artificielle, on voit que ça recouvre en fait beaucoup d'approches technologiques différentes, et beaucoup de champs de la science, différents. On voit, il y a la data science, le deep learning, le machine learning, l'intelligence artificielle et le big data, ainsi de suite. On voit que finalement, nous, on a tendance à parler d'intelligence artificielle comme si c'était une technologie. En fait, c'est un champ, complet de la science, qui fait intervenir plusieurs technologies. Derrière, les intelligences artificielles, on va souvent, retrouver, ce qu'on appelle le concept de neurone. Alors, le concept de neurone, c'est censé se calquer un peu sur les neurones, que nous avons, dans nos corps, principalement, dans le cerveau et ces neurones, en fait, ont été
schématisées sous forme de fonctions mathématiques. Vous voyez, d'un côté, vous avez des petits W, vous avez ce qu'on appelle les entrées, donc ce sont des stimuli en quelque sorte, voilà, qui vont activer au milieu, c'est le cercle que vous voyez, qui vont activer ou pas un récepteur et qui du coup vont provoquer une sortie vers un autre neurone. Voilà, donc grossièrement, on peut dire qu'un neurone est une fonction mathématique avec des entrées d'un côté et des sorties de l'autre. Alors, un neurone tout seul, ça ne fait pas grand-chose. L'objectif de ces neurones, c'est d'être mis en réseau. Et chaque neurone va avoir un petit peu sa fonction et va plus ou moins réagir, va envoyer un signal selon sa fonction d'activation pour dire oui, OK, il y a ça ou il n'y a pas ça. En gros, en schématisant énormément. Comme on peut le voir là sur ce schéma-là, les neurones sont mis en réseau et par couche, ce qui permet après de traiter de l'information complexe. Par exemple, si sur les systèmes qu'on a entraînés à reconnaître des images, et notamment voilà, s'il y a une forme humaine, s'il y a un chien, un chat, ainsi de suite. Ensuite, il suffit de lui donner en fait finalement une image et le système va l'analyser de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'elle va d'abord analyser peut-être les contrastes, ensuite les formes, ensuite les couleurs, ensuite, enfin ainsi de suite. Elle va découper l'image de plein de manières différentes en appliquant des sortes de filtres. Alors ça, c'est la couche algorithmique qui va faire ça. Et ça va donner des des informations qui vont être transmises aux fonctions mathématiques, donc ces fameux neurones, qui eux vont plus ou moins réagir. Et selon leur réaction, ils vont activer d'autres couches et ainsi de suite. Et tout ça, tout ce process, à la fin, doit permettre à la machine de dire ah oui, oui, voilà, l'image que vous m'avez donnée, je vois bien, c'est un chien. Hein. Alors, comme j'expliquais à Hervé, bon, les systèmes sont assez longs à éduquer hein, au départ. C'est souvent fait par les humains. Et il y a beaucoup d'erreurs au départ. Hein. Il ne faut pas croire que c'est magique. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on va lancer une IA que tout de suite, elle va être capable de tirer des raisonnements. Avant de tirer ça, il y a un long apprentissage qui est souvent supervisé par des humains. On y reviendra tout à l'heure. Et l'IA effectivement, peut être très, très performante, beaucoup plus performante que les humains sur certains points. Par exemple, en médecine, des IA sont utilisées pour reconnaître, par exemple, si certains types de grains de beauté sont cancérigènes ou pas. Et, dans ce cas, l'IA, en fait, a une plus grosse finesse de prédiction que les humains, totalement. Ça, c'est avéré. Et du coup, d'ailleurs, en médecine, il y a une forte utilisation des IA pour l'aide au diagnostic, hein, notamment à partir de, voilà, des scanners, de toute l'imagerie médicale. On peut utiliser des IA pour les analyser et ça va aider le praticien à vraiment poser les bons diagnostics. En ce sens, d'ailleurs, déjà, on peut dire que l'IA rend des services utiles à l'humanité, dans la mesure où si la médecine obéit bien au serment d'Hippocrate, on peut dire que si elle est équitable et si le traitement de la médecine est équitable, oui, eh bien, on peut dire que là, il y a déjà une portée positive de l'IA. Malheureusement, hein, comme on le verra, les IA ne sont pas utilisées qu'à ça. Alors, pour revenir un petit peu au type d'apprentissage, l'apprentissage supervisé, voilà, c'est vraiment, je montre des images, je montre des choses ou des mots, voilà. C'est on appelle ça des étiquettes hein, dans le jargon de l'apprentissage automatique. Donc, par exemple, si je lui montre une image avec un bébé dessus, je lui dis là, il y a un bébé
sur cette image. Et s'il y a beaucoup plus d'objets sur l'image, bah, je lui définis les différents objets qu'il y a dessus. Voilà. À partir de là, à partir du moment où j'ai collé des étiquettes, l'IA va se dire: «OK, bon, bah, ça, c'est une image de bébé» et donc à partir du moment où, je vais lui proposer d'autres images de bébé, il va comparer, à sa base de connaissances avec sa base de connaissances, ce qu'il a déjà, enregistré et se dire: «Bah, tiens, oui, là, je pense que c'est un bébé». Alors c'est notamment, ce type d'algorithme qui est utilisé sur, PlanteNet. Donc une application qui est assez pratique pour reconnaître les plantes, mais il y a aussi, insectes, il y en a une pour les insectes, pour les champignons, enfin il y a plein d'applications qui permettent de reconnaître à partir d'une simple photo, le type ou l'espèce de champignon. Alors là, on a vu d'ailleurs que ça avait ses limites. Il y a un pourcentage d'erreur, hein, parce que si la photo n'est pas de bonne qualité ou, si le champignon a quelques spécificités, par exemple, et on ne peut pas bien le reconnaître, bah, ce serait assez dangereux de le consommer, dans la mesure où l'IA peut effectivement se tromper si la photo n'est pas optimum ou ceci, cela. Ou si tout simplement elle ne connaît pas le champignon et qu'elle l'analyse, elle se dit tiens, bah, ça doit être à peu près celui-ci. Donc voilà pour l'apprentissage supervisé, c'est un des plus communs. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote d'ailleurs, hein. Notamment, ChatGPT a été, entraîné, énormément entraîné par des humains et alors on a eu les ingénieurs, hein, qui l'ont conçu et qui ont fait, la majeure partie, disons la partie la plus sensible de l'entraînement, mais le reste, le micro-entraînement a été fait vraiment par des gens, sous-payés, dans des pays, voilà, des pays d'Afrique bien souvent ou d'Inde et ces gens-là, voilà, en travaillent à la chaîne et ils doivent étiqueter des données, ils doivent, voilà, aider la machine dans ses, lui dire si elle a raison ou tort quant à l'analyse des données, ainsi de suite et eux, ils sont vraiment presque payés au clic, une misère et finalement, on s'aperçoit que derrière l'IA, il y a vraiment beaucoup d'humains qui travaillent, hein. Ça, il faudra jamais l'oublier. Enfin, actuellement, en tout cas, il y a beaucoup d'humains. Et oui, donc pour l'anecdote, il y a eu des fausses IA d'ailleurs qui ont été, proposées. Alors le but, c'était certainement d'obtenir des fonds de financement, mais en bref, on vous proposait un service d'IA et on avait l'impression que, bon, on rentrait notre demande et on avait l'impression que c'était vraiment une IA qui calculait derrière. En fait, on s'est aperçu que, derrière, il y avait des humains, voilà, qui utilisaient certaines technologies, pour répondre. Donc l'apprentissage non supervisé, moi, c'est celui que j'ai connu d'ailleurs quand j'étais en bureau d'études, hein. Il utilise donc des données qui ne sont pas étiquetées, des données brutes, voilà et il va essayer à partir de là, d'explorer des relations, de détecter des modèles, d'essayer de grouper les données et pour en tirer des informations et ça, le plus souvent aussi, l'objectif, c'est d'établir après des corrélations, des choses comme ça. Alors, ça, c'est énormément utilisé, sur le web. Par exemple, à chaque fois qu'on vous pose des cookies, l'objectif, derrière, c'est de recueillir de la data et il y a des cookies qui permettent vraiment de suivre toute votre navigation, de stocker pas mal d'informations et qui permet après de faire, derrière de l'analyse et tout ça, bah, ça nourrit, de la publicité, voilà, le marché de la publicité pour essayer d'avoir de la publicité de plus en plus, ciblée, de mieux en mieux, ciblée. Mais au-delà de ça aussi, cet, apprentissage non supervisé, est pas mal aussi utilisé dans le champ de la science pour essayer de tirer, de certains phénomènes, des sortes de règles, qui peuvent être utiles, notamment, des scientifiques ont testé, hein, des physiciens ont testé, des IA pour voir si, les IA, sans connaissance préalable des lois de la physique, étaient capables de tirer, d'elles-mêmes,
des conclusions à partir de données, et ils se sont aperçus que oui, l'IA était capable de tirer des conclusions, et souvent, en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient arrivés finalement au même, comment dire, concept physique que ceux que nous utilisons, à quelque chose près. Donc, bah, voilà, l'apprentissage semi-supervisé, c'est un mélange des deux. Celui-ci aussi, c'est un type d'apprentissage assez courant. C'est celui aussi qu'on va retrouver sur les dernières versions des IA, comme celle qui va être mise en ligne, par exemple, celle de Google, qui s'appelle Gemini. Vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains jours, voire dans la prochaine année, hein, parce qu'apparemment, c'est le chat GPT killer. Donc, je ne sais pas si je peux partager des vidéos, je vais essayer. Donc, dans celui-ci, c'est un mélange des deux. Voilà. Et enfin, l'apprentissage par renforcement, c'est celui qui nous questionnerait le plus, nous, hein, puisqu'effectivement, l'objectif, c'est de punir ou de récompenser le système en fonction de ses bonnes ou mauvaises réponses. C'est un modèle aussi assez courant. Alors bien sûr, quand on dit punition, c'est entre guillemets, en tout cas, on lui attribue des notes en fonction de ses réponses. Et progressivement, le système, lui, sait qu'on a une attente assez haute, donc il va rectifier pour essayer d'obtenir cette note-là. Il n'y a pas de questions pour le moment? Non? Et vous pouvez parler, hein, ça, Ouais, non, mais rassurez-moi. et tu nous entends là ou pas finalement, Non, Thomas? parce que je ne vous Thomas? entends pas. Ah, OK. alors attends, mais ça c'est embêtant. Tu nous Euh, entends pas, Thomas? Non? alors, Heu, voilà, quelques repères historiques, c'est important, hein, puisqu'on voit effectivement que l'IA, c'est quelque chose qui intéresse la science depuis les années 40, et que finalement, elle a mis voilà, plus de 80 ans à se développer, et elle a connu bah, des périodes très fastes avec beaucoup de financement, puis des périodes de recul. Et là, nous sommes à nouveau dans une période faste, hein, depuis une dizaine d'années. Il y a des investissements massifs, et on est sur une sorte d'accélération. Alors, à quoi c'est dû? On le verra tout à l'heure, hein, bien sûr, mais c'est tout à fait logique, finalement. Alors voilà, justement, cette accélération, elle est due à quoi? À l'explosion d'internet et des smartphones, hein, qui sont une source inépuisable de données. Il faut savoir que les systèmes d'intelligence artificielle sont très gourmands en données. Ils ont besoin de données pour apprendre, et ils ont besoin de beaucoup de données pour pouvoir tirer des conclusions, ou pour pouvoir, comment dire, tirer des lois, ou en tout cas disposer d'un nombre, enfin d'un nombre conséquent d'exemples. Je ne sais pas si certains ont déjà essayé ChatGPT. Oui. Et, et oui, donc, est-ce que vous l'utilisez déjà au quotidien ou pas? Non, pas trop. Ok. En tout cas, ChatGPT, bah, d'ailleurs, lors de son lancement, ChatGPT était figé sur une base, voilà, sur une base de données. C'est-à-dire qu'en fait, si on lui posait des questions dont les réponses n'étaient pas contenues dans sa base de données, donc étaient antérieures à une certaine date, il ne pouvait pas trop répondre. Voilà. Aujourd'hui, ChatGPT va sur le web. Il n'y a aucun souci. Il est super rapide, hein. Vous vous rendez compte que quand quand, vous faites une requête sur ChatGPT, enfin, vous tapez un prompt, euh, il répond quasiment en les 30 secondes. C'est-à-dire qu'il a eu le temps, en quelques secondes, d'aller consulter de l'information sur Internet, s'il ne l'avait pas dans ses bases, et puis de vous formuler une réponse. Tout ça en 30 secondes. Alors, ça représente un nombre de requêtes incroyable. C'est
sur le plan énergétique, c'est juste fou, hein, ce que ça représente. D'ailleurs, ChatGPT, enfin, ChatGPT coûte à peu près, je crois que c'est 300 000 € par semaine, hein. Voilà, la maintenance du système, ça coûte ça en termes d'énergie. C'est pas des petites sommes, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'assez vite, OpenAI a sorti une version payante et a commencé à limiter un peu ses services, hein. C'est un coût monstrueux. Voilà. Et tout ça, c'est de l'énergie, hein. C'est principalement la principale dépense, c'est l'énergie et bien sûr le matériel, des serveurs, ainsi de suite. Thomas, est-ce que tu entends maintenant ou pas? Je t'entends pas, Hervé. Alors, Lionel, essaye de pas Lionel, tu m'entends toi? Je Essaye sais de pas pourquoi je ton t'entends pas, mais micro. je Je t'entends. t'entends très bien, Hervé, mais je pense que c'est plus son ordi qui, soit il n'a pas la mise à jour, soit il a un algorithme qui bloque. Je vous entends pas du tout. Ben voilà, c'est bien ça. Tu Il y a qui l'empêche de parler. Vous l'écoutez. alors attends, ça c'est embêtant parce qu'effectivement, Thomas, alors je vais essayer de Thomas si tu veux. Il a monté le Allô? volume de son ordi. Ben non, mais tout à l'heure, je pense qu'il entendait Thomas quand on était avant là, sur la période ac Il a dit qu'il avait eu un bug. Peut-être que ça Allô? s'est déconnecté. Ça s'est pas reconnecté. Oui. Oui, là je t'entends, je suis désolé, je t'entends pas. Non. Oui, si, la première partie, oui. Après, depuis que je suis en partage d'écran, je vous entends plus. Ah ben, il faut virer le partage d'écran, peut-être que c'est ça qui bloque. Alors, allez-y. Oui, j'ai regardé ça et justement, je comprends pas parce que moi, j'ai rien changé, ça marchait très bien avant. Et sur mes paramètres, oui. Ok, je vais faire ça. En tout cas, je suis désolé pour ce petit contretemps technique. Là, non, je pense pas que c'est rétabli le son. Hein? Tu nous entends toujours pas? Après, c'est peut-être une autorisation que j'ai laissée. Après, je t'entends depuis le téléphone. ouais, Je vais mais me poser la question et je vais répondre. et C'est donc assez là, gênant. tu nous entends pas par l'ordi là? Non, pas du tout. OK, alors je te, propose tu déconnectes, reconnectes. On va essayer comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ok, à tout de suite. Donc c'est quoi ta question Lionel, en attendant que Thomas revienne? Ah ben, enfin, j'avais deux questions. Enfin, deux questions. Une première réaction quand il dit que la question du travail de la recherche sur l'évolution des machines, moi je vais le dire comme ça, c'est depuis 40 ans, c'est depuis plus. Enfin, mais c'est surtout que l'avènement, il est aussi qu'avec le développement de la culture transhumaniste, et d'un point de vue philosophique, il va peut-être falloir aussi aborder cette question-là. Parce que ceux qui financent, c'est quand même bien ceux qui portent cette nouvelle culture et que pour l'humanité, ce n'est pas du positif, ne serait-ce que ça. Et puis après, c'est sur la question des enjeux. Alors, il l'a Ah, bien attends une dit. Hein, seconde Lionel, excuse-moi. ouais. Est-ce que tu nous entends là Thomas Là, maintenant? je vous entends très bien, oui, tout à Bon fait. OK, ça marche. Euh, du coup, c'est Lionel, oui, bien sûr. Bah, justement, l'intérêt de se saisir de ces questions-là, c'est une IA sans forme d'éthique, sans forme de projet sociétal, c'est stupide. Et on voit bien effectivement, si vous analysez aujourd'hui le monde tel qu'il est fait, vous avez 4 grandes entreprises, c'est BlackRock, Vanguard et compagnie, qui détiennent la majorité des capitaux et qui souvent sont aussi derrière ces technologies-là. Donc derrière, on voit bien que, alors on va nous dire oui, elles sont neutres, bah, c'est-à-dire qu'en fait leur seul projet, c'est d'accumuler des richesses. Donc est-ce que ça, c'est de la neutralité? Non. Non, ce n'est pas de la neutralité. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure quand on citait Yann Lequin, euh, l'IA en soi, ça pourrait être quelque chose de merveilleux si elle libère l'homme du travail, l'homme et la femme, bien sûr.
et les enfants, d'ailleurs, dans certains pays. On Mais peut, on peut en débattre de ça, parce que sur l'activité humaine, justement, enfin, est-ce qu'on met la définition du travail, moi, l'objet je vais... Ouais, ou voilà, l'activité Tripalium. humaine, enfin, parce que c'est quand même, allez, euh, un enjeu fondamental d'un point de vue organisation économique. Ça va être quoi la contrepartie? Enfin, et puis après, moi, juste, sans aller jusque-là, c'est en termes d'accessibilité. Qui va avoir accès à toutes ces nouvelles technologies? Alors, tu faisais référence à la santé tout à l'heure, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas, ça ne va pas être ouvert à tout le monde. Puis après, moi, sur le fond, c'est pour développer ces nouvelles technologies, l'impact environnemental sur l'exploitation Oui, des énorme. sols, etc. Enfin, voilà. Alors, tout ça, oui, et ça, justement, il faut être conscient de ça. Et c'est aussi pour ça que nous, en tant que Franquin, on doit se saisir de ces questions-là. Voilà. On doit aussi peser dans la balance sur le débat public. Euh, Aujourd'hui, ces technologies souvent sont utilisées finalement par des compagnies qui ont beaucoup de budget, qui finalement représentent des compagnies capitalistes, en disant le mot carrément. Voilà. Euh, Il n'y a pas derrière de vocation altruiste, d'accord? Enfin, très peu. Si, il y a des expériences qui le sont plus, hein. Mais c'est pas ce qui domine actuellement. Voilà, le marché de l'IA, c'est un marché. Voilà, c'est un marché. Euh, Concernant l'impact environnemental, il est énorme. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle pèse plus que son poids. Finalement, on s'aperçoit que Internet et les réseaux sociaux, alors Internet, c'était déjà un départ, c'est une grosse empreinte carbone. Après, derrière, on a rajouté des réseaux sociaux qui accumulent de la data, il faut la stocker, cette data, il faut la traiter. Tout ça, c'est un point encore plus grand. Ne parlons pas des matériaux pour fabriquer aussi tout ce qui est ordinateur, tout ça. Il y a de la terre rare. Et qui dit terre rare dit aussi impact plus que négatif sur des pays voilà, qui malheureusement, enfin, où des gens travaillent dans des conditions effroyables, voilà, avec toute l'exploitation qu'on connaît. Ça, évidemment, c'est ça actuellement, l'IA, c'est ça. C'est ça aussi. Voilà. Moi, Alors, justement, en parler, c'est prendre. Il faut se saisir de ce sujet. On ne peut pas laisser ce train passer et se dire, oui, voilà, c'est c'est dangereux, c'est ceci, cela, c'est écocide. Oui, et ben justement, faisons entrer l'IA dans les débats. Comment l'éducation peut s'en emparer? Parce que ça peut être des outils d'inclusion. On le voit, par exemple, quand des personnes allophones qui, euh, qui, enfin, avec des personnes allophones, on peut discuter facilement grâce aux IA pour commencer. Ça peut être, après, progressivement, l'apprentissage se fait, mais ça peut, dans plein de cas, rendre des services incroyables. Par exemple, des personnes avec des déficiences visuelles, on a vu qu'il y a des systèmes avec des IA qui peuvent vraiment pallier à ça. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment très, très positives. Mais effectivement, c'est quoi le projet derrière? Et c'est ça, en fait, la question fondamentale de l'IA. Et c'est peut-être pour ça aussi que les IA sont intéressantes, c'est qu'elles vont nous forcer à reposer cette question de quel est le projet pour demain? C'est quoi le projet de vie? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelle société on veut? Là, on parle souvent d'OpenAI et de son directeur qui avait été licencié puis finalement repris, hein, d'Atman. Un de ses credos, c'est de dire il faut aller vers le salaire universel. Et l'objectif, c'est pas de priver les gens d'activité. Bien sûr que non, l'activité, c'est sain. Faire des choses, c'est sain. Mais c'est nous libérer d'une certaine forme du travail qui exploite. Ce serait ça, une société plus juste. Voilà. Justement, les IA finalement vont nous mettre au pied du mur. Là, voilà, on est au pied du mur. On n'a pas le choix. C'est comment nous, on s'empare de ces sujets-là, pas que nous d'ailleurs en tant que Franca, mais comment toute la société s'empare de ça. Et qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on construit ce monde inquiétant, effectivement, où certains riches accumulent des richesses, mais à des échelles
inimaginable. En fait, on n'en voit même pas l'utilité, puisqu'il n'aurait même pas assez d'une vie pour dépenser tout ça. Et d'autres sont privés de toute ressource. Actuellement, les IA voilà, sont faites pour une élite, hein, principalement. Et justement, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte de les utiliser et qu'on éduque à leur utilisation, qu'on leur trouve une utilité dans le quotidien. Autre chose aussi, moi je trouve que l'IA, justement, repose la question clairement de la place de l'humain. Voilà. Je trouve que l'IA nous permet de redéfinir clairement ce qui est humain et ce qui fait notre différence fondamentale. Notre capacité, justement, notre trajectoire particulière. Par exemple, une IA, ChatGPT, on pourrait dire que c'est la somme de toutes les connaissances disponibles sur le web. Voilà. Nous ne sommes pas la somme de toutes les connaissances disponibles. Nous sommes des trajectoires. Voilà, nous sommes des trajectoires particulières. Et c'est ça qui fait la différence de nos regards. C'est nos émotions. C'est une intelligence émotionnelle qu'on a, une intelligence sensorielle. Ça, pour l'instant, d'ailleurs, l'IA n'en sera pas dotée. Enfin, dotée, elle fait semblant d'avoir. C'est du mime, en quelque sorte. Hein, c'est l'histoire du singe savant. Enfin, les singes sont pas bêtes, hein, loin de là. Mais on peut leur apprendre des tours. C'est quand même ce fameux cheval qui savait soi-disant compter. Je ne sais pas si vous connaissez Hans le cheval qui avait fait le tour de l'Europe à la fin du 19e siècle. Et en fait, c'était un peu un numéro de music hall. Et en fait, on avait l'impression qu'il savait compter, mais simplement, il savait simplement décrypter quelle était l'attente de son dresseur. Tout simplement, il n'avait pas d'intelligence en soi pour compter. En tout cas, pas d'une manière humaine. Voilà. Donc, ce sont pas actuellement, ce sont des systèmes aveugles. Ce sont des systèmes aveugles. Et effectivement, ces questions de transhumanisme, on voit bien qu'on a l'air de tendre sur ça. Bon, pour l'instant, ça reste encore une forme de science-fiction, mais c'est une science-fiction qui se rapproche de nous. Hein. Progressivement, on voit bien qu'il y a des choses. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais petit, je voyais des films de science-fiction qui avaient l'air un petit peu, comment dire, effrayants. Et puis, on se disait tous, oh, j'espère qu'on ne va pas arriver à ce type de société. Il y a des choses qui se sont produites hein, quand même. On se dit, manifestement, il y avait quand même des prédictions, hein, attention, n'allons pas par là. Et nous avons quand même pris ces pentes-là. Ça, c'est des sujets philosophiques longs à débattre et qui sont vraiment importants. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant que Franca, je pense qu'on doit informer les gens sur ce qui se trame. Beaucoup de gens préfèrent se détourner de ces sujets-là et puis faire comme si ça n'existait pas. Mais ça va avoir un impact sur leur quotidien. Hein. Il y a déjà des entreprises, on a commencé à licencier massivement. Par exemple, si on prend des entreprises alors on s'en fiche, c'est la communication, mais dans la communication, avant, on avait besoin peut-être de 10 personnes pour rédiger tous les textes, tout ça, pour faire tout le rédactionnel. Maintenant, avec une personne et une intelligence artificielle, on fait le même boulot. Par contre, ce que disent les techniciens de l'intelligence artificielle, c'est que là aussi, l'intelligence artificielle peut nous libérer des tâches un peu répétitives et celles qui n'ont pas celles qui sont pas vitales pour nous libérer plus de temps sur d'autres choses. Alors ça, c'est une question aussi, voilà, c'est une question ouverte. Hein. C'est discutable aussi. En tout cas, on voit aussi que bientôt, quand l'IA et la robotique ont bien fusionné, il y a des emplois qui vont disparaître. En Chine, on voit bien qu'il y a déjà des serveurs qui ont été remplacés dans les restaurants par des robots, hein, qui n'ont pas de soucis. Voilà. On fait mieux que ça. Mais aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision qui ont des robots pour remplacer les présentateurs ou les journalistes. En Asie, ça se fait déjà. Enfin, l'application. Oui, il y a même des entreprises. Alors, il y a des entreprises aujourd'hui qui se passent de personnel d'accueil, de comptabilité, etc., puisque c'est un algorithme qui peut remplacer ces différents postes. Enfin, bref, Voilà, l'imprégnation est déjà omniprésente. Ah oui, elle est déjà omniprésente. Voilà, et qu'on se crée ce besoin-là aussi, comme d'autres qu'on s'est créés, et qui ne sont pas dans l'absolu, justement, mais la réflexion est posée, hein, entre la place de l'homme et la place de la machine.
Mais là, on est dans du concret. On est dans du concret et d'ailleurs, l'Europe commence à se doter d'une législation autour de l'IA, hein. Il y a quelques mois, il y a déjà un premier corpus de loi qui a été voté. L'objectif derrière, c'est vraiment d'établir une forme de contrôle. Parce que c'est pareil, les IA sont des outils puissants quand ils sont mis, par exemple, à disposition de la cybercriminalité. C'est comment dire, une des menaces majeures d'ailleurs. Il est très très facile avec quelques IA de créer des systèmes autonomes qui créent des virus et voilà, qui font qui mènent des opérations de cybercriminalité. On n'a presque plus besoin d'humains derrière, en fait. C'est automatisé, c'est ça qui est terrible. Ah ben, C'est ça qui est terrible. un autre enjeu qui va être fondamental, c'est la question de la démocratie. Enfin, on sait qu'il y a déjà une omniprésence d'algorithmes, je veux le dire comme ça, sur les élections présidentielles de certains pays. On fait déjà intervenir, on le voit bien sur la propagande qui est faite par les chatbots, etc. Enfin, Oui, mais euh, là, bien demain, sûr. demain, quand on dit demain, c'est un algorithme qui va élire nos représentants, c'est plus de la science-fiction. Potentiellement, c'est tout à fait réaliste. Alors, actuellement, effectivement, les IA sont aussi utilisées pour produire du contenu massif sur Internet et du contenu qui peut influencer aussi effectivement l'opinion. Mais si vous prenez en fait Google, par exemple, Google, c'est pas neutre. C'est pas neutre puisqu'ils ont accepté toutes les lois chinoises sur voilà, passant outre les libertés d'expression. Après, qu'ils ne nous fassent pas croire qu'ils sont neutres. Derrière, c'est pareil. Eux, leurs algorithmes peuvent mettre plus en avant certains types de résultats plutôt que d'autres. Ils ont déjà été topés récemment sur pas mal de dysfonctionnements. Les réseaux sociaux ont un impact majeur sur comment dire, l'opinion. Et ce sont des outils effectivement, de manipulation aussi, en tout cas d'information, mais qui peuvent permettre la manipulation. Et d'ailleurs, quand on prend les réseaux sociaux, Meta et Google, ce sont deux gros ponts de l'intelligence artificielle. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que nous aussi, quand on nourrit les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on dresse des IA contre nous. On donne de l'information massivement et on donne finalement, on permet à ces IA aussi de mieux nous manipuler derrière parce que en fait, on aura des flots d'informations beaucoup plus ciblés. Ils sauront aussi, comment dire, quels sont nos goûts, nos attentes. Enfin, il y a quand même un gros système de fichage. Ça, d'ailleurs, on parlait de Yann Lequin au départ. Vous vous souvenez de Yann Lequin? Hein, il a même une couleur de cheveux que moi quasiment. Alors, eh bien, Yann Lequin, il a travaillé notamment sur tout ce qui est système de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que quand vous postez une photo sur Facebook, si on vous a déjà tagué quelque part, si vous avez déjà été tagué sur le réseau Meta, en fait, vous serez reconnu. Vous serez reconnu. Donc, c'est affreux. Quelque part, enfin, on est plus que transparent. Et d'ailleurs, moi, un des deuxièmes enjeux derrière les IA, c'est aussi justement comment nous, on emmène les enfants, les jeunes, tout le monde d'ailleurs, sur ces questions d'autodéfense numérique. Je crois qu'il est capital aussi de se construire une forme d'autodéfense numérique qui peut passer par une connaissance assez pointue ou tout simplement par des réflexes aussi de déconnexion. Et puis, par exemple, moi je le dis toujours, et peut-être que ça va encore choquer, mais typiquement, je pense que toute l'éducation nationale, populaire n'a rien à faire sur les réseaux sociaux courants. On devrait opter pour d'autres types de réseaux sociaux et le faire massivement, toute l'éducation populaire. Bon, malheureusement, on va là où le public est, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais finalement, on est aussi tributaire et on participe aussi à ça. Bon, après, c'est des questions, c'est des questionnements. Pour en revenir sur les IA, sauf s'il y a d'autres questions. Alors, moi, j'ai levé la main, Thomas, parce que, Oui, on va avoir un «problème» entre guillemets de timing là. oui. Donc juste, parce qu'il va falloir qu'on avance vers non pas la conclusion parce qu'on peut pas conclure là au bout d'une Non. heure. Moi, je retiens juste,
alors je suis à la fois, hyper frustré et puis, content quand même d'avoir fait cette proposition. Je pense qu'il va falloir que sur des sujets comme ça, on trouve, évidemment d'autres formes pour, prolonger la discussion. Donc quand je disais en introduction, qu'on avait, l'intention, d'une université populaire de l'éducation sur la question, des intelligences artificielles, ça me semble, Primordial. complètement confirmé par cette petite heure passée ensemble parce que pour moi, ça me fait vraiment, enfin et d'ailleurs c'est normal puisque c'est des technologies, et donc le rapport aux sciences est prégnant. Ce qu'on prône, par rapport au lien entre, éducation, science et démocratie, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'il faut absolument moi, je me sens un peu comme on dit devant une poule devant un couteau là. C'est-à-dire que clairement, j'ai pas les billes pour, être, au niveau, qu'il faudrait même sur le débat. Après, j'ai des positions personnelles qui font que, je peux avoir des choses à dire, mais donc je pense qu'on a vraiment un besoin, de se cultiver, et d'apprendre des choses sur la question, des intelligences artificielles pour que, on se mette toutes et tous en capacité de débattre. Parce que là, aujourd'hui, moi, mon constat, c'est ça, c'est que je me sens pas équipé pour débattre. Donc pour moi, il y a vraiment une première phase, où sans doute qu'il faut, qu'on ouvre, une forme de cycle. Donc ça, Lionel, comme, je t'ai entendu, et que tu fais partie du groupe technique national, Université populaire de l'éducation, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment, en plus des UPE présentiels, on a des parcours, qui peuvent, faire, une UPE, à distance, voilà, avec, différents intervenants, puis qu'au bout d'un moment, on ait la capacité à se sentir, autorisé, enfin moi je le dis que pour moi, hein, à débattre quoi, voilà. Donc, à la fois voilà, très, très très, très content et très frustré là de ce temps de ce matin. Alors après, c'est pas une surprise, hein, on s'en était un peu, on en avait discuté Thomas sur le fait on faisait ce pari qu'en moins d'une heure, c'était très, très compliqué, mais voilà. Donc, voilà, je veux bien que toi Conclu? aussi tu te frustres et que tu ailles vers la conclusion et puis on Oui, verra je vais après aller comment assez on vite fait pour vers reprendre, hein, la la suite, conclusion. quoi. Ouais. Euh, qui dit IA dit conception humaine, qui dit conception humaine et données humaines dit biais. Vous avez notamment un livre d'Aurélie Jean qui en parle très bien, de l'autre côté de la machine, hein, où elle parle vraiment de ces biais, parce qu'il faut savoir que les intelligences artificielles, avant d'être mises en ligne, eh bien, il faut les éduquer parce qu'elles ont beaucoup de biais, parce qu'elles ont été trouvées de la donnée sur le web notamment. Et du coup, sur le web, bah, on le sait très bien, il y a beaucoup de mésinformations, il y a du racisme ambiant, il y a de la misogynie ambiante, voilà, il y a beaucoup de formes de régression sociale. Bon. Aussi, un très très bon bouquin, c'est justement le bouquin de Yann Lequin qui permet de retracer un peu, c'est quand la machine apprend, qui permet de retracer un petit peu cette histoire de l'intelligence artificielle et ses potentialités et qui démystifie un peu aussi le côté, parce que quand on dit intelligence artificielle, on a l'impression d'être face au monstre de Frankenstein, sauf que Frankenstein a l'avantage d'être fait de tissus vivants. Euh, mais il y a beaucoup aussi, comment dire, de fantasmes, de mythologie autour de ça. Donc, il faut aussi des fois déconstruire ce qui se passe vraiment techniquement. Je vous conseille aussi Contre Atlas de l'intelligence artificielle. Ce que je ferai, c'est que j'enverrai ces références à Hervé, qui est très bien parce que là, l'auteur qui est une enseignante hein, à l'université, a fait vraiment une enquête profonde sur justement qu'est-ce que ça implique en termes d'humains, de matériel, le vrai coût finalement, le vrai poids de l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu le dessous inavoué de l'intelligence artificielle. Très très bon bouquin. Il y en a beaucoup d'autres, hein, j'en ai beaucoup d'autres, je ne vous les donnerai pas tous. Juste pour essayer de conclure très rapidement.
L'avantage des IA aussi, c'est leur rapidité de réponse. Et ça peut être, à partir du moment où la donnée est fiable, ça peut être intéressant dans la mesure où si vous êtes dans le système scolaire, quand vous faites par exemple un contrôle de chimie, des fois il va falloir attendre 2 semaines avant d'avoir la correction. L'avantage des IA, c'est que assez vite, vous pouvez avoir un dialogue avec elle, un dialogue adapté à vos besoins en utilisant les bons mots pour vous donner des réponses rapides. Parce que on ne voit pas comment on peut éduquer des jeunes si en fait les réponses sont très reportées dans le temps. D'accord. D'ailleurs, les récentes études autour du jeu vidéo ont bien montré que les jeux vidéo étaient des outils parfaits aussi pour l'apprentissage parce qu'il y avait une action-réponse très rapide. Donc, elle permettait aussi une correction du comportement très, très rapidement. Tout ceci est à prendre avec des pincettes, hein, bien entendu. Mais on s'est aperçu que ça stimulait certaines zones du cerveau, ainsi de suite. Donc, en tout cas, il est très intéressant de se dire que l'IA peut aussi être une forme de mentor personnel, d'accord? Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que si on reprend l'histoire de l'éducation, à certains moments de l'histoire, c'était carrément des personnes qui étaient dédiées à l'éducation d'un enfant, une personne dédiée à l'éducation d'un enfant. L'IA peut permettre ce genre de choses. Et imaginons qu'elle soit supervisée par un super professeur qui peut mettre à disposition des outils pour les jeunes. Ça peut être vraiment des outils d'apprentissage intéressants. On peut se faire expliquer les lois de la relativité, des choses très complexes avec des choses très simples. ChatGPT sait le faire. Alors, je voulais faire des démos, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Il va falloir conclure. Je partage juste pour parler des expériences que nous avons faites nous avons menées avec Corentin. J'espère que ça ne va pas couper comme tout à l'heure, les micros. Hop. Je ne retrouve plus mon écran. Désolé. En gros, je vais peut-être les décrire. Il me reste combien de temps exactement, Hervé? Écoute, je sais pas, il faudrait qu'on conclue en 10 minutes là. Combien? 8 minutes? 10. Oui, non, mais c'est bien. Ça va être bien. On va faire ça comme ça. Je repartage mon écran. Je ne trouve pas. Quoi? Alors, j'ai un petit souci. Voilà. Allez, on va aller directement sur le mode un peu plus visible. Donc, Lionel, hein, et tous, je vous rejoins sur ces questionnements autour de l'IA. Voilà. Nous, pour autant, on s'est dit avec Corentin, on va tester des choses, on va voir ce qu'on peut en faire. Et finalement, ça nous a permis de gagner du temps dans la mise en place d'outils, notamment pour le développement de jeux coopératifs. Alors, notamment, nous, comme on vous l'a dit, on s'est un petit peu rencontrés sur cette UPE identité qui a été menée au Franca 49. Et déjà là, on a expérimenté un petit peu tout ce qui allait être, toutes les IA qui permettaient de générer de l'image. Donc là, par exemple, pour créer l'affiche, on avait pris des photos de films qui allaient être diffusés pendant l'UPE et on a mélangé, on les a triturés, on les a passés dans les moulinettes des IA pour essayer d'en tirer une nouvelle image qui prenne toutes les thématiques des autres films et qui puisse les fondre dans une seule image, voilà, et faire cette tête d'enfant. Alors, c'était expérimental, hein. Ensuite, pour l'exposition, on avait créé une BD autour de Turing, où on avait effectivement généré toutes les images via les intelligences artificielles, et on avait écrit les textes, hein, voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'elle peut avoir quand même une forme de maladresse poétique et c'est super intéressant. Alors, depuis cette expérimentation-là, il y a eu des nouveaux modèles beaucoup plus puissants.
par exemple Midjourney et Stable Diffusion, qui sont deux gros moteurs très très puissants pour générer de l'image. Et on a des choses super belles maintenant, enfin super léchées. Mais nous, on aime bien justement ce côté poétique un peu décalé des IA. On a créé un jeu qui s'appelle Democracia Unity. Justement, l'objectif de ce jeu, c'est de faire... alors, on peut faire jouer plus d'une cinquantaine de personnes en même temps. C'est un jeu qui se passe... Enfin, il faut être connecté. On a programmé une application qui permet en fait de... on est comme dans un jeu vidéo entre guillemets, mais il y a une partie, il y a une partie qui se déroule en physique, en vrai, et puis il y a une partie d'enquête à faire via des écrans. En fait, en gros, les joueurs sont invités à prendre place dans une base lunaire. Ils sont ventilés par des ponts. Les ponts correspondent à des castes. Ils reçoivent une carte d'identité. Là, on a généré, par exemple, tous les portraits avec des IA, notamment avec This Person Doesn't Exist, un site qui, en fait, qui pond toutes les secondes des portraits de personnes qui n'existent pas. Et pareil, toutes les identités, on les a créées avec ça. C'est un jeu qui marche, en fait, qui fonctionne sur le principe suivant. On est sur une base lunaire qui est coupée de la Terre-mère, mais comme il y a plusieurs nations qui sont représentées sur cette base lunaire, qui est extrait du minerai, comme en fait ils sont coupés de leur terre-mère, il n'y a plus de, comment dire, il n'y a pas de gouvernement et ils sont obligés d'organiser une forme d'élection. Et en fait, pour ce faire, ils reçoivent 14 tracts de partis différents, de candidats et candidates différents. Et à partir de ça, en fait, ils vont devoir mener des enquêtes, comme vous pouvez voir sur cet écran. Ils ont accès en fait à des plans, à leur plan de niveau. Ils peuvent changer de niveau parce qu'il y a 4 niveaux. Et sur chaque petite cellule que vous voyez sur les côtés, en fait, quand on clique dessus, il y a une sorte de verrou qui ferme la porte. Et si on regarde le tract, en fait, il y a souvent une énigme à l'intérieur qui permet en fait de trouver le code qui permet d'ouvrir la pièce. Et à l'intérieur, après, on peut fouiller et trouver des choses qui sont plus ou moins compromettantes, des objets, des artefacts. Et selon ce qu'on trouve, on peut décider de dire tiens, ça c'est assez compromettant. Et si on trouve une chose compromettante, on peut transmettre à un organisme de presse qui, si elle relaie l'info, peut faire en sorte que le candidat soit écarté de l'élection. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a tout un processus démocratique qui se met en place. Ils ont la possibilité de lancer des référendums et ils ont la possibilité de cacher les informations qu'ils trouvent s'ils souhaitent défendre un candidat plutôt qu'un autre. Sachant que les candidats, ça va du plus extrémiste au plus comment dire, humaniste. Voilà. On a énormément utilisé les IA pour prendre des... Là, on avait pris une photo d'image banque et après, on a recréé derrière une version plus personnelle qui nous permet de pouvoir exploiter l'image sans problème de droit et sans pouvoir atteindre à la personne. Comment dire, comme c'est une utilisation politique de ces images, on avait peur qu'il y ait une sorte de détournement et qu'on, par exemple, si on avait pris cette dame-là et on lui avait collé des propos d'extrême droite et après on diffusait les images, ça aurait pu nuire à cette personne-là. Donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on crée des images à partir de ça. On s'amusait aussi à faire ce qu'on appelle des mash-ups, c'est-à-dire que là, on a créé un mélange de Kim Jong-un et puis de Sylvester Stallone. Et parce que notamment dans le jeu, il y a une espèce de dictature un peu particulière, voilà, qui adule ce personnage-là. On a utilisé, nous, les IA aussi pour restaurer des images, et pour, notamment parce qu'on a fait un jeu autour du cinéma. Et là, des fois, on trouvait du... Alors, c'est le cinéma muet, c'est le cinéma avant 1926. Et des fois, soit on trouvait des bouts d'archives très abîmés qu'on ne pouvait pas exploiter, ou soit carrément on ne trouvait rien. Donc, des fois, on a utilisé les IA pour nous aider à retrouver de la définition sur les images. C'est le cas notamment pour ce film-là. On parle notamment d'Alice Guy. Alice Guy, qui est une femme qui a été vraiment oubliée dans l'histoire du cinéma et qui a été réhabilitée récemment. Et on a retrouvé très peu de ces films et encore moins des affiches. Et du coup, des fois, comme notre jeu utilise des affiches, on avait besoin d'en créer. Donc, on a dû retraiter des images et on a utilisé des IA qui peuvent permettre d'agrandir des images ou d'améliorer la définition. Donc, un autre exemple ici, voilà.
Ça nous a permis aussi de créer assez rapidement des éléments de jeu. Alors bien sûr, moi je suis dessinateur aussi, j'aurais pu le faire moi-même. L'avantage de tout ça, c'est la rapidité d'exécution. En 1 an et demi, avec Corentin, on a pu mettre en place 3 grands jeux coopératifs qui tournent et qui font vivre des émotions avec des humains tangibles, voilà, au quotidien, et ça, c'est vraiment plaisant. Donc on a vraiment utilisé ces IA comme des outils d'appoint, d'aide à la création. Et on a enfin créé un dernier jeu qui s'appelle la Bzeria, qui est une espèce de fast-food dégoûtant, ragoûtant, et qui, avec beaucoup de second degré, hein, qui parle pas mal alors, l'objectif, c'est de parler des bactéries, mais ça parle aussi un petit peu des travers de la malbouffe et de cette nourriture industrielle qui nous est servie depuis plusieurs décennies maintenant. Là, c'est pareil, c'est un jeu très jubilatoire, voilà, avec beaucoup d'électronique dedans. Et on a utilisé beaucoup les IA aussi, et pour générer des images aussi très décalées, ainsi de suite, et créer un univers totalement particulier, et générer des textes, générer des bouts de vidéo, ainsi de suite, qui viennent alimenter ce jeu-là. Hop. Donc c'est un jeu avec différents types de... Il y a une partie un peu jeu vidéo, on a édité de la cartographie, voilà. Le but, c'est on reçoit des appels, on doit comprendre ce que veut le client, ensuite composer la commande, et, voilà, c'est un gros pupitre énorme avec plein de boutons. Et ensuite, une fois que c'est fait, on le livre via Bzerhit, et puis on se balade dans une grande ville, et puis on doit livrer les clients. C'est vraiment un jeu qui est basé sur la coopération. L'objectif de jeu, c'est ça. Et ça nous a permis aussi de créer assez rapidement des éléments visuels avec toujours un peu de second degré, mais qui nous permettent aussi d'installer des grands repères sur des questions importantes, notamment l'histoire de la malbouffe. On les a notamment utilisés aussi, on a créé tout un tas de faux produits, donc il y a plein de boîtes dans ce jeu, des boîtages différents, des boîtes de conserve, des choses comme ça. On a créé ça avec des IA, on a fait un petit peu comme du remix, du mixing, tout ça. Et on a mélangé tout ça, on a remaquetté, et du coup, on a des produits avec beaucoup de second degré. Ici, vous avez Sojasum, Avocrado, c'est un avocat voilà, qui a fait le tour de la planète avant d'arriver dans vos assiettes. Donc, c'est très éco-responsable. Hein, c'est le commerce discutable, c'est plus le commerce équitable. Et voilà, d'autres fantaisies comme ça. Et elles nous permettent aussi, on a créé des petits jouets en mélangeant, en combinant plusieurs jouets. Ça, on l'a fait physiquement, c'est des vrais petits bricolages, parce qu'on bricole aussi beaucoup. Et avec ça, on les a fait rentrer dans la moulinette de l'IA, et ça nous a permis de générer des images beaucoup plus propres, comme si elles avaient été modélisées en 3D. Donc, on a aussi utilisé des fois les IA pour améliorer des images. Et des fois, en fait, on utilise des IA, on prend une image d'une IA, on la repasse dans une autre IA, on la repasse dans une autre IA. Hein, c'est un peu... ça fait penser à un extrait de Philippe Cadic où, dans le futur, il s'amuse comme ça à modifier des choses en utilisant des IA. C'est assez prédictif, et voilà. Alors, on dit s'amuser, c'est vrai, quand on voit le poids écologique de tout ça, c'est un peu lamentable de dire s'amuser. Bon, nous, on utilise tout ça à des fins de jeu coopératif. Hein. Depuis qu'on a mené ces expériences, ça fait 1 an et demi, on a fait ça de manière bénévole et de manière militante. On a fait jouer plus de 1800 personnes. Et enfin, ça nous a permis aussi des fois, on a eu des commandes pour faire des petits jeux très rapides. Là, c'est un jeu sur le poids des décisions sur l'environnement. Les IA nous ont permis de faire assez rapidement toute une chape graphique, tout ça. Mais les IA savent programmer, les IA savent faire de la musique, les IA savent écrire des textes, les IA savent faire plein de choses. Mais sans le contrôle de l'humain, tout ça n'est rien. Est-ce que ça conclut bien mon... Écoute, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile de conclure, mais en tout cas, vous m'entendez là? Parce que j'ai basculé sur mon smartphone, ouais, c'est bon? Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on continue à s'informer, à apprendre, à débattre, à pratiquer aussi. C'est sans doute ça sera intéressant
le faire. Donc, pour moi, il y a deux possibilités concrètes hein, de prolongement. C'est organiser l'Université populaire de l'éducation sous une forme à définir. Et puis sans doute aussi qu'on vous proposera de faire atterrir au moment du FIDEC, dont je parlais aussi en actualité, dans les activités proposées aux enfants participants. Je pense qu'inévitablement, il y aura quelque chose autour de cette question-là, soit sur les temps de débat avec des adultes, soit, d'ailleurs, c'est pas forcément soit, ça peut être et ou, des activités à pratiquer sur la partie plus centre de loisirs du FIDEC. Donc, Thomas, là, tu as mis un doigt dans l'engrenage et on va te. Enfin, Thomas, et puis nous toutes et nous tous, hein, parce que là, Oui, justement, je tiens à ce qu'on dise que il faut absolument. On a la chance d'avoir des gens qui ont consacré du temps et puis qui ont des compétences pour défricher, explorer cette question. Mais il faut surtout que tout le monde se l'approprie dans les différentes dimensions qu'on a commencé à effleurer là pendant cette heure d'échange. et oui, la seule chose que je n'ai pas abordée et qui est aussi importante, c'est que l'émergence en fait des IA et du big data nous font comprendre une chose, c'est que la connaissance seule n'a plus de valeur. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, on doit apprendre à déconstruire la connaissance. Et en fait, parce que l'IA, maintenant, peut nous apporter de la connaissance, mais cette connaissance est-elle fiable? Ça sera toujours la question. Et du coup, on doit aussi nous s'orienter vers une phase de la déconstruction du savoir et de la connaissance. Et ça, c'est intéressant aussi. En fait, peut-être que notre rapport avec l'IA va être aussi un rapport critique, souvent. Alors, on l'avait déjà avec Internet et la mésinformation et la déconstruction de l'information pour l'analyser. Et ça sera encore plus vrai avec les intelligences artificielles. Bon, voilà, tu ouvres encore plus grand le champ de